Lorsque Christophe Colomb débarqua, un Indien, sans doute attiré par l'éclat de la lame de son épée, mais ignorant le danger de l'acier aiguisé, saisit celle-ci par le tranchant et se fit une entaille à la main. Le titre de chef était habituellement héréditaire, mais un cacique, homme ou femme, pouvait également être choisi pour ses qualités personnelles. Les caciques organisaient le travail et toutes les autres activités, et ils rassemblaient les différentes tribus en temps de guerre. Ils étaient désignés par des noms aussi solennels que seigneur des riches terres, seigneur de la rivière, maître de la paix et maître de la fertilité. La construction d'un canoë suivait un processus complexe. Ne disposant pas de haches en fer, les Indiens mettaient plusieurs mois à abattre les arbres. Ils commençaient par mettre le feu au pied de l'arbre et l'empêcher de s'éteindre avec de la mousse. Ensuite, à l'aide de haches en pierre, ils taillaient et enlevaient le bois brûlé avant d'abattre l'arbre. Une fois les branches élaguées, ils creusaient le tronc par le feu en se servant à nouveau de mousse humide. Les morceaux de bois brûlés étaient taillés et enlevés, et l'intérieur du canoë était ensuite poli à l'aide de peaux rugueuses pareilles à celles du requin ou de débris de corail. Ingrédients: 3 grandes racines de manioc. Note: la racine de manioc naturelle est toxique et doit être préparée convenablement avant d'être consommée. Commencez par râper la racine, battre et presser les miettes de manioc obtenues afin d'en extraire l'acide cyanhydrique. Utilisez ensuite les miettes de manioc comme n'importe quelle autre farine riche en amidon. Pour préparer des galettes de manioc, ajoutez de l'eau afin d'obtenir une pâte épaisse. Faire cuire sur une tôle à poterie à 170 degrés ou bien sur 3 bûches de bois. Voici une variante. Le liquide toxique peut être bouilli pour faire s'évaporer le poison et recueillir une sauce épaisse et épicée qui accompagne très bien les galettes. Au Moyen Âge, l'Église estimait qu'il était de son droit et de son devoir de soumettre les incroyants et de les convertir au christianisme. Les richesses acquises par la conquête et la conversion étaient considérées comme de justes rétributions gagnées pour la gloire des pays chrétiens. De tels dogmes alimentaient les guerres saintes, comme la Reconquista, les croisades et l'Inquisition. Parmi les cultures les plus communes figuraient le manioc, la patate douce, le maïs, la pomme de terre et les haricots. Les patates douces étaient cultivées sur des monticules de terre. Un trou était creusé dans le sol à l'aide d'un bâton. Une fois la graine semée, le trou était recouvert de terre à l'aide d'un autre instrument. Ce qui à l'origine n'était qu'un jouet adoré des Indiens devint bientôt un symbole de leur mise en esclavage. Les Espagnols exigeaient que chaque homme adulte leur livre tous les 3 mois une clochette pleine de poussière d'or en signe de tribut. C'était là une tâche impossible, car les petites paillettes d'or charriées par les cours d'eau de la région s'épuisaient très vite. L'Inquisition espagnole devait sa terrible réputation à la fois à son ampleur et à sa férocité, ainsi qu'à son acharnement contre les Juifs, convertis au christianisme, mais qui continuaient cependant à pratiquer la religion judaïque. L'Inquisition n'était pas autorisée à poursuivre les Juifs non convertis, mais l'inquisiteur suprême, nommé Torquemada, réussit à persuader Isabelle de bannir d'Espagne tous les Juifs qui refuseraient de se convertir. Les Juifs furent exilés le 2 août 1492, le jour même où Christophe Colomb commençait son voyage. Situé à l'extrémité du continent européen, c'est vers la mer que le Portugal se tournait naturellement. Les Portugais entreprirent d'explorer les côtes de l'Afrique, et à Rome, le Vatican reconnut leur domination dans cette région. Les Espagnols étaient privés des voies de commerce lucratives que les Portugais avaient développées. Dès 1488, les Portugais avaient atteint le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique. Ils pouvaient, de cet endroit, étendre leur commerce jusqu'aux Indes et en Orient. Ces succès des Portugais poussèrent sans aucun doute les Espagnols à entreprendre eux-mêmes des expéditions. Les principales épices consommées en Europe étaient le clou de girofle, la muscade et le poivre importés des Indes. Les commerçants musulmans achetaient ces marchandises aux paysans et les revendaient pour un prix beaucoup plus élevé à des marchands de Venise ou de Gênes. À leur arrivée en Espagne, une douzaine d'intermédiaires différents avaient ajouté leur majoration au prix initial. Une route commerciale directe avec les Indes
permettrait de tirer des bénéfices de cette pratique. Les principales épices consommées en Europe étaient le clou de girofle, la muscade et le poivre importés des Indes. Les commerçants musulmans achetaient ces marchandises aux paysans et les revendaient pour un prix beaucoup plus élevé à des marchands de Venise ou de Gênes. À leur arrivée en Espagne, une douzaine d'intermédiaires différents avaient ajouté leur majoration au prix initial. Une route commerciale directe avec les Indes permettrait de tirer des bénéfices de cette pratique. Comme récompense de son acte ignoble, le violeur se voyait souvent atteint de syphilis. La syphilis pénétra en Europe après le premier voyage de Christophe Colomb et se répandit très rapidement à travers le continent dès la fin du XVe siècle. Les pustules, les chancres et les ulcères qui précédaient la mort étaient si horribles que la peur de la syphilis surpassa celle de la peste. Les trois grandes divinités de la religion des Arawaks étaient le dieu principal, Yokahu, qui procurait le manioc, Atabiera, la déesse de la fécondité, Oyel Guaobiran, le dieu à figure de chien, fils de l'esprit des ombres et qui veillait sur les âmes des récents défunts. Les chamans, des prêtres sorciers, servaient à la fois de conseillers et d'autorités religieuses. Le plus souvent, ils fumaient, mastiquaient ou reniflaient une sorte de plante hallucinogène qui les faisait entrer en transe et communiquer avec les esprits. Malgré l'intense rivalité entre l'Espagne et le Portugal, l'ambassadeur portugais rendait de fréquentes visites à la cour d'Espagne, et les deux pays évitaient d'entrer directement en guerre. Des mariages étaient même arrangés entre les familles régnantes. Mais en dépit de ces unions, les frictions subsistaient entre les deux pays. En Europe, l'attrait de la soie importée d'Asie s'amplifia au XVe siècle. Mais seules les plus riches familles pouvaient s'en offrir, car les routes commerciales vers l'Asie étaient contrôlées par des intermédiaires musulmans qui prélevaient des droits élevés sur toutes les marchandises venant d'Asie. Christophe Colomb voulait s'emparer d'une partie de ces échanges commerciaux lucratifs et en tirer profit dès qu'il atteindrait les Indes. Lorsque Ferdinand d'Aragon épousa Isabelle de Castille, ils unirent leurs royaumes qui sont à l'origine de l'Espagne d'aujourd'hui. Avant le mariage de Ferdinand et Isabelle, l'Aragon et la Castille formaient deux royaumes espagnols indépendants. Ferdinand était un fin diplomate qui s'occupait de politique étrangère et des traités avec les autres pays européens. Mais c'est Isabelle qui est habituellement présentée comme ayant la plus forte personnalité. Comme c'est elle qui avait armé et financé la première expédition, Isabelle exigea que tous les revenus des expéditions suivantes profitent à la Castille et que les colons soient recrutés uniquement parmi les Castillans. La fortune de Louis de Santangel, trésorier royal, était si grande qu'il servait de créancier au roi et à la reine. Sans les conseils de Santangel, la reine Isabelle aurait rejeté le projet de Christophe Colomb. Après la première audience accordée à Christophe Colomb par les souverains d'Espagne, la reine nomma l'un de ses conseillers, un moine nommé Talavera, à la tête d'un conseil de prêtres, d'astrologues et d'hommes de science, afin qu'ils examinent le projet de Christophe Colomb. Sous l'égide de Talavera, ses conseillers se penchèrent sur les sources historiques et scientifiques de Christophe Colomb, et tous rejetèrent sa proposition, car selon leur estimation, la distance qui séparait l'Espagne de l'Asie était trop grande. Ils avaient raison et Christophe Colomb avait tort, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le continent américain se trouvait entre les deux. Au Moyen Âge, une religion commune unissait tous les royaumes d'Europe. Bien que les nations chrétiennes fussent souvent en guerre les unes contre les autres, toutes suivaient les enseignements de l'Église catholique romaine et partageaient une hostilité commune envers les non-chrétiens, les infidèles. L'Inquisition se chargeait d'enquêter sur les hérésies religieuses et de les punir. L'Église se servait souvent du pouvoir de l'Inquisition pour anéantir des groupes de chrétiens rivaux. Instituée par le pape Grégoire IX en 1233, l'Inquisition recourait fréquemment à la torture pour obtenir des confessions. L'hérésie était punie par la mort, habituellement sur le bûcher, les autodafés. Les victimes repentantes
pouvaient être condamnés à la prison à vie ou bien être exécutés de manière moins atroce. Les épices d'Extrême-Orient servaient à relever la cuisine européenne qui manquait de saveur. Elles servaient également à masquer le goût des aliments qui se gâtaient, faute de pouvoir les conserver au froid. Mais le prix des épices en faisait un luxe que seuls les riches pouvaient savourer. Les Portugais s'enrichissent en Afrique, Vos Majestés. Ils projettent déjà de la contourner par la mer pour ouvrir leur propre voie de commerce avec les Indes. Les deux grands royaumes d'Aragon et de Castille, aujourd'hui unis, ne méritent-ils pas une prospérité semblable à celle du Portugal? Une fois la Reconquista achevée, de nombreux hidalgos étaient prêts pour de nouvelles aventures. Ces soldats ardents et redoutables, assoiffés de richesses, devinrent les conquérants du Nouveau Monde. Mais leur nature farouche et leur mépris du travail en faisaient des hommes difficiles à gouverner, ce que devaient découvrir Christophe Colomb et tous ceux qui lui succédèrent à la tête des colonies du Nouveau Monde. Au cours du 8e siècle, des peuples morts de religion musulmane conquirent la péninsule ibérique. L'histoire de la Reconquista, la reconquête, c'est l'histoire des chrétiens d'Espagne dans leur lutte pour repousser ces envahisseurs musulmans hors de leur pays et y rétablir un royaume chrétien. La lutte entre chrétiens et musulmans dura 700 ans et les morts furent finalement chassés d'Espagne. Les morts, venus d'Afrique du Nord, conquirent et colonisèrent l'Espagne, sur laquelle ils établirent leur domination. Pendant plusieurs siècles, le rêve de Reconquista occupa le cœur et l'esprit des hidalgos, jeunes nobles espagnols prêts à sacrifier leur vie pour Dieu et pour l'Espagne. Peu à peu, région après région, ils parvinrent à rétablir une domination chrétienne sur l'Espagne. En 1492, les armées de Ferdinand et d'Isabelle achevèrent la reconquête en reprenant la citadelle de Grenade des mains des morts. Les deux souverains étaient désormais libres de se tourner vers d'autres conquêtes. Les guerres et l'achat de marchandises exotiques venues d'Asie avaient épuisé les finances de nombreux pays d'Europe, y compris celles de l'Espagne. La soif de richesse que devait procurer le commerce ou l'exploitation de nouveaux gisements d'or stimula l'envie de lancer des explorations. Mais les Portugais n'étaient toujours pas satisfaits. En 1494, ils firent pression sur l'Espagne pour qu'elle signe le traité de Tordesillas, qui déplaçait la ligne de séparation de 100 lieues vers l'ouest. C'est ainsi que le Brésil tomba, après sa découverte, dans la sphère d'influence du Portugal. Mais l'hémisphère oriental était-il inclus dans le traité? S'il l'était, où passerait la ligne de séparation sur l'autre face du globe? Ces questions devaient s'avérer d'une grande importance dans les années à venir. Les découvertes de Christophe Colomb et les succès de l'Espagne constituaient une menace pour le Portugal. En 1493, afin d'éviter tout conflit entre les deux pays, le pape, Alexandre VI, partagea le globe entre les deux pays. Chacun des deux pays posséderait les droits exclusifs de conquête sur les terres non chrétiennes situées du côté de la ligne qui lui revenait. Mais la mesure de la terre proposée par Christophe Colomb ne représentait que les 2/3 de sa véritable dimension. Christophe Colomb pensait que Marin de Tyr avait commis une petite erreur dans l'un de ses calculs. Aussi ajouta-t-il 8 degrés aux 225 degrés estimés par Marin de Tyr pour l'Eurasie, les Amériques. L'idée de Christophe Colomb était juste, mais pour les mauvaises raisons. Christophe Colomb enleva 9 degrés, correspondant à la distance entre l'Espagne et les îles Canaries. Il commença à compter à partir du point le plus avancé vers l'ouest, voulant montrer par là que la traversée en haute mer ne serait pas si longue. Le jardin d'Éden y était également représenté. Mon idée fut de créer ma propre carte en me servant à la fois des connaissances scientifiques les plus récentes et des idées de l'Antiquité. Je suis parti de la carte de Ptolémée, du IIe siècle avant Jésus-Christ. De là, voyez vous-même mes déductions. Au Moyen-Âge, les cartes officielles de l'Église, les Mappamundi, divisaient le monde connu en 3 parties: l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En fait, la distance séparant l'Europe de l'Asie représente plus de 9600 milles nautiques. Et pourtant, il y a bien des terres à 2100 milles nautiques à l'ouest de l'Europe.
Christophe Colomb choisit ensuite le plus faible nombre de milles nautiques par degré mesuré par les hommes de science de l'époque et l'estima à 35 000 par degré. Il multiplia ce nombre par 60 degrés, ce qui lui donna une distance de 2100 milles nautiques pour parvenir à l'Asie, en faisant route vers l'ouest. Mon projet est donc de faire route vers l'ouest pour atteindre l'Orient. Et si nous admettons que la Terre est ronde, alors un navigateur s'aventurant au loin sur la mer Océane, non seulement ne bascule pas dans le vide, mais il finit bien par atteindre les Indes. Chacun sait que la Terre est ronde. Aristote en avait déjà apporté la preuve dans la Grèce antique. Il avait observé, et nous pouvons le constater nous-mêmes, que l'ombre de la Terre sur la Lune forme un disque. Quoi d'autre qu'une Terre en forme de sphère pourrait produire une ombre de cette forme? Moi, je peux atteindre les Indes plus vite en faisant route à l'ouest à travers la mer Océane. Moi, je peux atteindre les Indes plus vite en faisant route à l'ouest à travers la mer Océane. Dans ses célèbres récits de voyage, Marco Polo affirmait que l'Asie mesurait 28 degrés de plus que ne l'avait estimé Ptolémée. Il précisa également que le Japon se trouvait à 30 degrés au large des côtes de la Chine. Marin de Tyr ajouta 45 degrés à l'Eurasie qu'avait décrite Ptolémée. Au IIe siècle, il écrivit que l'Eurasie couvrait la surface de la Terre sur 225 degrés. Pensez aux épices, à la soie et aux richesses qui seront les nôtres lorsque nous commercerons directement avec les Indes. Vous pourrez alors étendre la lutte contre les morts, ou financer une ultime croisade pour reprendre Jérusalem aux incroyants. Vos majestés très chrétiennes pourront alors étendre leur souveraineté jusqu'aux terres du Grand Khan, pour y convertir et sauver de la damnation éternelle des peuples reconnaissants. Le monde a la forme d'une sphère que l'on peut diviser en 360 degrés. Ptolémée soutenait que la Terre était couverte de continents sur 180 degrés, la moitié de la circonférence terrestre, et le reste d'eau. Les canoës existaient en Extrême-Orient, mais les Espagnols n'en avaient jamais vu. Mesurant jusqu'à 30 mètres de long, les canoës permettaient aux Arawaks de communiquer avec les autres îles des Caraïbes. Ils servaient à la guerre et au commerce, ainsi qu'au transport. L'iguane constituait un des mets favoris des Indiens Arawaks. Heureusement pour les Indiens, l'idée de manger de l'iguane répugnait aux Espagnols, si bien qu'au cours de leur pillage à la recherche de nourriture, ceux-ci épargnèrent les gros lézards. Ici, les poissons sont si différents de ceux que nous connaissons que c'est merveille à voir. Que de couleurs et que de plaisir partagé par tous à les contempler. Les Arawaks buvaient un vin tiré du manioc fermenté. Les vieilles femmes mastiquaient la farine de manioc jusqu'à ce qu'elle se mélange à leur salive. Puis elles la crachaient dans une urne. 2 ou 3 jours plus tard, ce mélange était alcoolisé. À cause de leur incompréhension de la langue, les Espagnols ignoraient comment était produit cet alcool, et ils trouvaient un grand plaisir à savourer ce breuvage des Arawaks. Chaque membre d'une famille possédait un hamac fixé au poteau soutenant la maison. Celui du père était placé le plus haut. Celui de la mère était situé plus bas afin qu'elle puisse veiller sur le feu. Les hamacs des enfants étaient attachés au même poteau que celui de leur mère. Des clochettes étaient attachées aux pattes des faucons pour la chasse. Christophe Colomb en fit le commerce avec les Indiens qui en appréciaient le tintement. Plusieurs groupes familiaux vivaient en communauté dans un village sous l'autorité d'un cacique ou chef. L'autorité d'un cacique pouvait s'étendre sur quelques familles ou sur plusieurs milliers. Les emblèmes de son autorité étaient constitués par une masse en pierre sculptée et un faisceau de plumes de couleur. Family units were mainly monogamous, with parents raising their own children. It was customary for a male cacique, or chief, to have more than one wife, as a sign of his status, and in order to produce more children. Usually, one wife was considered his chief wife. Les familles étaient principalement monogames et les parents élevaient leurs propres enfants. Pour son prestige et pour avoir plus d'enfants, un chef, le cacique, devait posséder plusieurs femmes. L'une de ces femmes était considérée comme la première femme du chef. Les marins espagnols trouvèrent que les femmes indigènes étaient amicales et qu'elles répondaient à leurs avances. Mais très vite, ils cessèrent de faire la différence entre celles qui étaient consentantes et celles qui ne l'étaient pas. Le viol devint une des premières formes de violence infligées aux Indiens. Les Arawaks étaient de religion animiste. Au cœur de leur religion
se trouvait la croyance selon laquelle tous les objets inanimés possèdent une âme ou un esprit. Le culte consistait essentiellement en supplications et en petites offrandes à des idoles représentant différents esprits. Je ne me lasse pas de contempler cette végétation luxuriante, si différente de la nôtre. Le parfum des fleurs se sent du navire. À l'approche même des côtes, ces senteurs sont les plus agréables au monde. Le chant des oiseaux fait parfois souhaiter aux hommes de ne jamais quitter ce paradis. Les nuées de perroquets et d'oiseaux, petits et grands, de toutes espèces, au coucher du soleil, sont pure merveille. Les rivages du fleuve sont couverts d'arbres magnifiques, très verts et différents des nôtres, et tous portent des fleurs et des fruits de toutes sortes. Les Arawaks étaient des Indiens très pacifiques, et ils se servaient peu de leurs armes. Ils n'utilisaient les flèches, les arcs et les lances que pour la chasse. La cuisine se faisait dans des plats en terre et sur des grilles. Barbecue est un mot d'origine espagnole inventé dans le Nouveau Monde par les explorateurs qui appréciaient la viande et le poisson grillé. Pour se nourrir, les Arawaks élevaient des petits chiens et des utias, une espèce de petits rongeurs ressemblant aux cochons d'Inde. Les Espagnols apprirent à apprécier ces deux espèces d'animaux, si bien qu'aujourd'hui, les chiens ont disparu et les utias sont devenus rares. Les Arawaks tiraient l'essentiel de leur subsistance de l'agriculture. Leurs méthodes agricoles étaient simples et l'ensemble de la communauté cultivait les plantations et ramassait les récoltes. Lorsqu'elles travaillaient dehors, les mères Arawaks portaient sur le dos leur bébé sanglé à une planchette. À chacun des mouvements de la mère, la tête du bébé cognait contre la planche et prenait peu à peu une forme aplatie que les Arawaks appréciaient. Tabac est le nom que donnaient les Indiens à leurs cigares. L'usage du tabac fut introduit en Europe après le premier voyage de Christophe Colomb. Avec l'argile des rivières, les femmes Arawaks fabriquaient les poteries qu'elles cuisaient pour les durcir. Par hectare cultivé, la racine de manioc permet de produire plus de fécule que le maïs, l'orge, le blé ou la pomme de terre. Le pain de farine de manioc, les galettes et les bouillies fournissaient 70% de l'alimentation des Arawaks. Christophe Colomb voit dans ce naufrage un signe divin et prend la décision d'établir à cet endroit une colonie qu'il nomme Navidath pour célébrer ce jour de la Nativité. La colonie servira de comptoir commercial et permettra aux Espagnols de poursuivre leur quête des richesses qu'ils espèrent trouver sur ces terres d'Orient. Christophe Colomb quitte la colonie et repart vers l'Espagne sur la Niña et la Pinta avec la plupart de ses hommes. Jour de Noël 1492. Alors que les navires espagnols se préparent à retourner vers l'Espagne, la Santa Maria s'échoue sur les côtes de l'île d'Hispaniola, l'île espagnole. La remise en état de la caravelle se révèle impossible. Le monde a gardé de Christophe Colomb le souvenir de son glorieux premier voyage qui le mena jusqu'en Amérique. Mais Christophe Colomb fit 3 autres voyages également, et sa bonne étoile ne brilla pas toujours avec le même éclat. Feuilletez les chroniques historiques de cette ascension vers la gloire et celle de la disgrâce qui fit sombrer Christophe Colomb dans l'amertume et le désespoir. En septembre 1493, 17 navires quittent le port de Cadiz avec 1200 hommes à bord. Au retour de son voyage historique, Christophe Colomb est accueilli en héros. Ferdinand et Isabelle s'empressent de mettre sur pied un prochain voyage, au cours duquel seront établies des colonies qui permettront de récolter les richesses promises par ces terres d'Orient et de commencer la conversion au christianisme des nouveaux sujets de l'Espagne. Août 1498. Christophe Colomb se rend à nouveau à Santo Domingo, mais la colonie ne se développe pas. Pendant ce temps, inquiets des rapports continuels signalant des désordres, la reine Isabelle et le roi Ferdinand envoient Francisco de Bobadilla enquêter sur la situation. Les troupes dans la colonie sont telles que l'enquêteur royal de Bobadilla saisit le pouvoir par la force au nom de la couronne. Il fait arrêter Christophe Colomb et son frère Diego, gouverneur temporaire de la colonie, en les accusant d'incompétence. Christophe Colomb traversa l'océan et se rendit en Espagne pour faire face aux accusations de mauvaise administration.
Là, il se rendit compte que l'enthousiasme originel de la course était évanoui, car les colonies n'avaient pas offert les richesses attendues. Ce n'est que 3 années plus tard que le roi et la reine devaient consentir à équiper de nouveau Christophe Colomb pour un 3e voyage. 1496. Lorsque parvient en Espagne la nouvelle de la situation tragique dans les colonies, le roi et la reine envoient des enquêteurs. De nombreux colons, déçus par l'absence de gains faciles et par les fautes commises par l'amiral Christophe Colomb, profitent de l'occasion qui leur était donnée pour le diffamer. Christophe Colomb décide alors d'établir une nouvelle colonie qu'il baptise la Isabella en l'honneur de la reine Isabelle d'Espagne. Puis, dès qu'il le peut, il confie à son frère Diego la charge de la colonie et part à la poursuite de ses explorations. Faute de trouver de l'or, les colons de Navidad s'étaient livrés au pillage et au viol. Les Indiens avaient fini par se lasser des abus et de la violence des Espagnols et avaient décidé de débarrasser l'île de ces étranges hommes barbus et à peau blanche. Aucun Espagnol n'avait survécu au massacre. La colonie a disparu. La seconde expédition de Christophe Colomb atteint Hispaniola. Au lieu de retrouver dans la colonie les hommes qui étaient restés et un tas d'or accumulé, l'expédition ne trouve rien du tout. Suite aux rapports enflammés que Christophe Colomb avait rédigés, les colons espéraient découvrir immédiatement des richesses et étaient persuadés que les indigènes travailleraient pour eux. Mais les conditions de vie dans le Nouveau Monde étaient rudimentaires, la nourriture peu abondante et l'or rare. L'agitation gagna les colons qui mirent à sac les villages indigènes pour s'approprier facilement leurs biens. L'hostilité des indigènes grandit et ils attaquèrent à leur tour les colons. Des heurts entre Espagnols éclatèrent à cause de rivalités concernant le butin et les femmes indigènes. De retour de 5 mois d'exploration, Christophe Colomb s'avéra incapable de rétablir l'ordre. 1494-1496. Alors que Christophe Colomb poursuit ses explorations, la colonie de la Isabella est plongée dans la discorde et la révolte. Mais les bénéfices tirés de cette traite ne rempliront pas les coffres de la couronne d'Espagne. C'est de l'or qu'il faut trouver dans les mines ou ailleurs. 1495. Christophe Colomb, déçu par la faible quantité d'or trouvée, cherche un autre moyen d'accumuler des richesses, par la ruse et l'intrigue, et pense à la mise en esclavage des indigènes. Malgré la volonté exprimée par le roi et la reine d'Espagne, Christophe Colomb expédie 500 esclaves destinés à être vendus en Espagne. Printemps-été 1494. Laissant la nouvelle colonie sous la responsabilité de son frère Diego, Christophe Colomb repart explorer l'Asie. Partout où il accoste, il rencontre des indigènes amicaux, mais pas une trace d'or, aucun signe des richesses des Indes. Plus bizarre encore, aucun tracé des côtes ne correspond à ces cartes de l'Asie. Où se trouve le Japon et le continent qui recèle les fabuleuses richesses du Grand Khan? La côte sud de Cuba est très étendue et Christophe Colomb croit longer enfin un continent. Il arrête ses navires juste avant de parvenir à l'extrémité de l'île et contraint ses hommes à certifier, sous serment, qu'il a bien atteint le continent asiatique. Automne 1502. Après la découverte en 1500 d'une route vers l'est menant à l'Inde par le navigateur et explorateur portugais Vasco de Gama, les monarques espagnols décidèrent de rechercher une fois de plus une route par l'ouest. Christophe Colomb ne cessa de les implorer de lui confier à nouveau une flottille, si bien qu'ils lui donnèrent 4 navires délabrés. Persuadé qu'il longe les côtes de la péninsule de Malaisie, Christophe Colomb navigue sans relâche le long de la côte de l'Amérique centrale à la recherche d'un passage vers l'océan Indien. Les indigènes parlent de nombreuses terres riches en or vers l'intérieur. Mais Christophe Colomb ne vérifie pas la véracité de ces dires et se prive ainsi de la possibilité de découvrir l'océan Pacifique. Au lieu de cela, durement malmené par de violentes tempêtes, il abandonne ses recherches et fait route vers l'Espagne. 1503-1504. Naufragé à la Jamaïque, Christophe Colomb envoie un marin à bord d'un canot indien jusqu'à Hispaniola pour demander des secours. En signe de mépris, le gouverneur attendra 7 mois avant d'envoyer un navire à Christophe Colomb. Des bateaux ramenèrent finalement les marins en Espagne en 1504. Isabelle, qui avait toujours apporté son soutien à Christophe Colomb, était décédée quelques mois avant son retour.
l'amiral Christophe Colomb dut subir un dernier affront. Les hommes qui s'étaient soulevés contre son autorité à la Jamaïque restèrent impunis. Christophe Colomb ne cessa jamais de plaider pour qu'on lui donne une autre chance de poursuivre ses explorations. Mais il ne devait jamais reprendre la mer. Il mourut en Espagne, toujours convaincu que ses 4 voyages l'avaient mené jusqu'en Asie. Ayant abandonné sa quête d'un passage vers l'océan Indien, Christophe Colomb fait route vers l'Espagne. Mais ses navires endommagés prennent l'eau et menacent de sombrer. Christophe Colomb se voit donc contraint de s'échouer à la Jamaïque. C'est là que les marins mécontents se mutinent et saccagent les villages de l'île. Les indigènes, qui avaient accueilli amicalement les Espagnols, leur deviennent hostiles et refusent de les ravitailler en nourriture. Les Espagnols seront sauvés par les connaissances en astronomie de Christophe Colomb. Profitant de l'imminence d'une éclipse solaire, il avertit les Indiens que s'ils ne l'approvisionnent pas en nourriture, son Dieu fera disparaître le soleil. Lorsque l'éclipse commence, les indigènes implorent la pitié de Christophe Colomb. Ce dernier leur fait jurer de lui apporter des vivres, en échange de quoi le soleil brillera de nouveau dans le ciel. Lundi 17 septembre 1492. Aujourd'hui, j'ai vu une grande quantité d'algues flottant sur la mer. À mon avis, un signe que la Terre est proche. Certaines ressemblent à des algues d'eau douce. Elles s'étalent à perte de vue. Par endroits, les algues sont tellement serrées que ce lit épais ralentit la progression du navire. Nous évitons autant que possible de naviguer à travers elles. Mais dans un sens, les hommes sont rassurés par la présence de ces algues, car ils pensent qu'elles proviennent d'une terre qui n'est plus très éloignée. Beaucoup d'hommes d'équipage étaient stupéfaits et effrayés. Ils n'avaient jamais vu pareil spectacle. Je les ai rassurés et leur ai expliqué la cause de ce grand feu. 24 août 1492. Cette nuit, je suis passé au large de Tenerife, où une éruption volcanique embrasait le ciel de l'île. Voici comment fonctionnait le cadran. Sa base était d'abord alignée sur l'horizon, et le bras mobile était pointé vers le soleil ou vers l'étoile polaire. Le bras du cadran indiquait l'angle entre l'horizon et l'étoile ou le soleil. Grâce à cet angle, le navigateur pouvait calculer sa latitude sur le globe. Mais la navigation astronomique restait imparfaite. Les instruments étaient inexacts. Si des nuages cachaient le soleil ou l'étoile polaire, établir une lecture sur l'instrument devenait impossible. Et il était toujours impossible de déterminer la longitude. À l'époque de Christophe Colomb, un marin pouvait déterminer sa latitude en mesurant la hauteur du soleil ou de l'étoile polaire et en se servant d'instruments tels que le cadran et l'astrolabe. Cela s'appelait la navigation astronomique. Mais des variations du champ magnétique terrestre provoquaient parfois des déviations de la boussole vers l'est ou vers l'ouest. Les différences entre les lectures sur la boussole et les visées sur l'étoile polaire énervèrent les marins et Christophe Colomb lui-même. Mais Christophe Colomb avait fait l'expérience du phénomène des déviations magnétiques lors de voyages précédents, et il sut rétablir le calme parmi ses hommes et mener son navire dans la bonne direction. La Terre est enveloppée par un champ magnétique qui s'étire du pôle Nord au pôle Sud. La boussole de Christophe Colomb contenait une aiguille magnétique qui pointait constamment vers le pôle Nord de la Terre. En sachant où se trouvait le pôle Nord, Christophe Colomb était capable de faire route dans la direction de son choix. Yow! Au XVe siècle, la navigation se faisait le plus souvent à l'estime. Connaissant sa position de départ, sa direction de déplacement, sa vitesse et le temps pendant lequel il avait navigué, un navigateur devait être capable de calculer la distance qu'il avait parcourue et donc d'estimer sa position. Mais ça ne marchait pas toujours. Il est souvent difficile de maintenir un cap constant et les courants océaniques influent sur le déplacement du navire. Christophe Colomb est considéré comme l'un des plus grands navigateurs de tous les temps car il savait très bien naviguer à l'estime. Christophe Colomb ne disposait pas d'un compteur de vitesse comme on en trouve aujourd'hui sur les bateaux ou dans les voitures. Pour mesurer la vitesse d'un navire, un marin jetait par-dessus bord une planchette de bois attachée à un fil. Un autre marin comptait, au rythme d'une chanson, pendant que le morceau de bois, flottant, dérivait de la proue jusqu'à la poupe.
Connaissant le temps mis par la planchette pour parcourir la longueur du navire, il était alors possible de calculer la vitesse de celui-ci. Il y a 500 ans, la totalité du monde connu était comprise entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est alors que débuta une période extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. D'Espagne et de tous les pays d'Europe partirent sur leurs navires à voile les explorateurs du Nouveau Monde. En 1519, Fernand de Magellan quitta l'Espagne pour un voyage en bateau vers les îles aux épices. Ce voyage, qu'il imaginait court, fut hasardeux et dura en fait 3 ans. Il coûta la vie à Magellan lui-même ainsi qu'à la plupart des hommes de son équipage. Pourtant, cette expédition permit de réaliser une chose unique. Elle apporta la preuve qu'il était possible de faire le tour du monde en bateau. Cliquez sur un lieu pour découvrir les péripéties de ce voyage. En 1521, à la tête de 500 soldats espagnols seulement, Fernand Cortés parvint à conquérir le puissant empire aztèque. Comment cela fut-il possible? Cliquez sur une étape de son expédition pour en découvrir plus. Très vite, les explorateurs comprirent que le climat chaud et humide qui régnait sur une grande partie de l'Amérique du Sud se prêtait de manière idéale à la culture de la banane, originaire d'Afrique. Aujourd'hui, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont les principaux exportateurs de ce fruit. Le haricot existait déjà en Europe avant Christophe Colomb, mais les variétés cultivées en Amérique leur étaient bien supérieures. Le haricot de Lima, le haricot vert et le haricot nain remplacèrent très vite les variétés déjà cultivées dans l'Ancien Monde. Les vastes prairies d'Amérique offraient des pâturages idéaux pour le bétail apporté par les Espagnols. Les vaches, élevées au Nouveau Monde, fournissaient une source d'alimentation essentielle pour les chercheurs d'or. De plus, il était possible d'en exporter les peaux. Le surplus de graisse pouvait servir à fabriquer à bon prix des bougies, considérées jusque-là comme des objets de luxe. Ce sont les Aztèques qui initièrent les conquistadors espagnols au plaisir de boire du chocolat. Les Espagnols, par la suite, améliorèrent cette boisson en y ajoutant du sucre et de la vanille. Plus tard, d'autres Européens parvinrent à développer une production de chocolat en plaques. Ils introduisirent également la graine de cacao en Afrique, où se trouvent aujourd'hui les plus importantes plantations de cacaotiers du monde. La tasse de café pour débuter la journée. Voilà une habitude aujourd'hui largement répandue. Le café bu en Amérique du Nord est sans doute cultivé en Amérique latine, mais seulement depuis que les explorateurs l'y ont importé de l'Ancien Monde. Le maïs procurait aux indigènes d'Amérique leur principale récolte, car il pousse sur des terres trop humides pour le blé ou trop sèches pour le riz. Il permit de mettre en culture des terres considérées jusque-là impropres à l'agriculture. Aujourd'hui, le maïs constitue une importante source de nourriture pour les animaux et pour l'homme, et il s'utilise également pour la fabrication de l'alcool qui sert de substitut à l'essence dans certains pays. Pour les Espagnols, un repas n'était jamais complet sans une bonne bouteille de vin. Sans leur détermination à adapter la culture de la vigne dans le Nouveau Monde, nous ne goûterions pas aujourd'hui les excellents vins de la Napa Valley en Californie. Sur les premiers navires, le manque d'espace obligeait les marins à dormir à la belle étoile sur le pont, où ils étaient exposés au vent et à la pluie. À la vue des hamacs des indigènes d'Amérique, les Espagnols comprirent qu'avec ce type de lit, un équipage entier pourrait dormir à l'intérieur d'un navire. Les chevaux que les Espagnols introduisirent dans le Nouveau Monde s'adaptèrent très bien et se reproduisirent en nombre dans les grandes plaines d'Amérique. Très vite, des troupeaux de chevaux sauvages parcoururent tout le continent américain. Les indigènes apprirent à domestiquer ces chevaux et à les utiliser pour le transport, la chasse et la guerre. On imagine mal un guerrier apache sans son cheval. Il y avait peu d'endroits dans le Nouveau Monde favorables à la culture des oliviers, et leur importation par bateau se révéla terriblement difficile. Mais 3 arbres réussirent à survivre au transport et parvinrent jusqu'au Chili et au Pérou, où ils furent à la base du développement d'une industrie de l'huile d'olive. Les Espagnols ne purent ouvrir une route commerciale directe jusqu'aux îles aux épices. Mais ils rapportèrent quelques-unes des épices qui poussaient en Amérique. La plus connue d'entre elles est le paprika,
qui est devenue une composante essentielle de la cuisine hongroise. À la différence de bien d'autres produits introduits par les Européens, les porcs représentaient pour les indigènes d'Amérique un élevage et une source de nourriture prisée. Les nobles aztèques appréciaient tout particulièrement le porc parce que le goût de cette chair leur rappelait celui de la chair humaine dont les Espagnols avaient interdit la consommation. L'ananas, originaire d'Amérique du Sud, fut exporté vers d'autres régions tropicales et fournit par exemple aujourd'hui une récolte importante à Hawaï. Les Européens découvrirent que les pommes de terre que les explorateurs avaient ramenées du Nouveau Monde étaient bien plus nourrissantes que bien des plantes qu'ils cultivaient déjà. La pomme de terre permettait de nourrir des populations en plein développement démographique, comme en Irlande, où elle devint un élément de la cuisine nationale. Cependant, vers le milieu du XIXe siècle, lorsque des récoltes de pommes de terre se mirent à pourrir sur pied, beaucoup d'Irlandais se virent contraints à émigrer aux États-Unis en particulier. Les Européens introduisirent dans le Nouveau Monde de nouveaux types de maladies mortelles, en particulier la variole. D'après certains historiens, les épidémies infectieuses auraient tué jusqu'à la moitié des populations indigènes d'Amérique qui se trouvèrent d'autant plus affaiblies dans leur lutte contre les conquérants européens. Les explorateurs et les premiers colons comprirent vite qu'ils ne parviendraient pas à s'enrichir par la seule mise en culture des terres du Nouveau Monde. La première production agricole véritablement commerciale fut celle du sucre, produite à partir de la canne importée de l'Ancien Monde et qui poussait bien sous le climat chaud et humide des îles Caraïbes et d'Amérique du Sud. Peu d'Européens, cependant, étaient disposés à travailler dans les champs, si bien que des esclaves furent amenés d'Afrique. Plusieurs tribus d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud se servaient du tabac lors de rituels ou comme remède. Les explorateurs introduisirent le tabac en Europe, où la vogue de cette plante s'étendit et en fit une des plus importantes cultures commerciales dans le Nouveau Monde. Suspectées au début d'être toxiques, les tomates trouvées dans le Nouveau Monde entrèrent vite dans les cuisines espagnoles et italiennes. Imaginerait-on aujourd'hui une pizza sans sauce tomate? Sans parler d'un hamburger sans ketchup. La dinde, originaire d'Amérique, constituait un des plats préférés des colons européens. Et sans la dinde, que ferions-nous de toute la farce? Au lieu de s'adapter à l'alimentation des indigènes, les explorateurs préférèrent importer des cultures d'Europe. L'une des plantes agricoles les plus importantes était le blé, que les indigènes refusèrent de manger au début. Mais ils l'adoptèrent finalement et le blé entra dans des préparations culinaires typiques comme la tortilla mexicaine. En décembre 1519, la flottille atteignit les côtes du Brésil. Après une traversée aussi périlleuse, les hommes de Magellan étaient épuisés et affamés. Les Indiens Tobojo se montrèrent particulièrement amicaux. En échange de quelques breloques, ils donnèrent de la nourriture aux marins et pour un simple couteau, ils leur offrirent des jeunes femmes. Les marins savouraient les plaisirs de ce paradis tropical. Le 27 décembre, reposés et ayant réapprovisionné leur navire en nourriture et en eau, ils se préparèrent à poursuivre leur voyage. La flottille de Magellan quitta l'Espagne au mois d'août 1519. Le roi Manuel du Portugal, rendu furieux par l'expédition de Magellan, entreprise pour le compte de l'Espagne, envoya des navires de guerre à sa poursuite, avec ordre de l'arrêter. Magellan, averti du danger, parvint à échapper aux navires portugais en descendant le long des côtes d'Afrique, avec l'idée de mettre le cap vers l'ouest, à la latitude où l'Atlantique est le plus étroit. Mais c'est vers les calmes équatoriaux qu'il entraîna sa flotte. Aucun vent ne soufflait sur ces eaux immobiles. Chez les capitaines des autres navires, tous originaires de Castille, monta progressivement le mécontentement contre ce Portugais à qui ils devaient obéir. Les vents d'ouest se levèrent enfin, mais ils poussèrent les navires de Magellan vers une zone de violentes tempêtes. La charge électrique de l'atmosphère orageuse se déchargeait en boules lumineuses pareilles à de gerbes de feu sur les mâts. Les marins croyaient que ces lueurs étaient des saints venus les protéger. Ce phénomène connu porte le nom de feu Saint-Elme. Après 2 mois en mer, les vivres vinrent à manquer pour les hommes de Magellan. Pour éviter de mourir de faim, ils durent chercher de nouvelles sources de nourriture. Est-ce que vous voyez quelque chose à manger? Oui. Cherchez en cliquant un peu partout avec votre souris.
Nous mangions des biscuits écrasés, pleins de vers et d'urine des rats qui les avaient grignotés. Nous mangions aussi des pots de cuir tanné qui recouvraient le sommet de la grand-vergue. Le soleil, la pluie et le vent durcissaient tellement le cuir que nous devions le faire tremper en mer pendant 4 ou 5 jours avant de le faire rapidement griller sur des braises pour le manger. Un homme affamé mange même la vermine la plus repoussante. Les cordages étaient en fibres végétales desséchées assez peu nourrissantes, mais on était tellement affamé et délirant qu'on en mâchait pendant des heures. Nous avions tellement faim que nous mangions souvent de la sueur de bois. En mars 1521, au bout de 4 mois de privations en mer, la flottille de Magellan arriva en vue de l'île de Guam. Des escarmouches se produisirent avec les indigènes de l'île. Aussi, Magellan poursuivit-il sa route vers une île déserte des Philippines où les blessés et les malades purent être soignés. Très vite, des visiteurs venus des îles voisines se présentèrent et au plus grand étonnement des Espagnols, l'esclave de Magellan, qui se nommait Enrique et qui était né aux Philippines, était capable de comprendre leur langue. S'il était revenu dans son pays, cela signifiait que l'expédition avait atteint l'Asie et que Magellan, lui, était parvenu à son but, atteindre l'Orient en naviguant vers l'Ouest. Le rêve de Christophe Colomb était enfin réalisé. Magellan fut blessé et les indigènes l'encerclèrent pour le frapper à mort avec leurs lances. Un chef de tribu nommé Lapu-Lapu défia l'autorité de Magellan en refusant de se soumettre à Humabon, un roi indigène allié des Espagnols. Magellan prit donc la tête d'une troupe de 60 hommes pour aller châtier Lapu-Lapu. Magellan comptait sur une victoire aisée face à ces indigènes nus, mais la bataille tourna au désastre pour les Espagnols. Au moment où ils débarquaient, ils furent accueillis par une pluie de flèches et de pierres lancées par une armée de 1500 indigènes. Et, désavantagés par le terrain, ils se trouvèrent dans l'incapacité d'utiliser leurs arbalètes et leurs armes à feu. La plupart des Espagnols s'enfuirent en direction des navires, abandonnant Magellan et 8 autres hommes à découvert sur la plage. De janvier à avril 1520, la flottille de Magellan fit route vers le sud à la recherche d'un passage vers le Pacifique. Les tempêtes malmenaient les navires, la température devenait glaciale et les réserves de nourriture baissaient. Magellan prit alors la décision d'établir un campement à terre pour y passer l'hiver. Depuis le début du voyage, la discorde n'avait cessé de croître entre les nobles de Castille et Magellan, l'étranger. Aussi, mécontents de la décision de Magellan de passer tout l'hiver sur une côte glacée, certains capitaines et officiers déclenchèrent une mutinerie et réussirent à s'emparer de 3 des 5 bateaux. Magellan écrasa la mutinerie sans pitié. Il envoya un messager dissimulant un poignard pour qu'il égorge l'un des meneurs de la mutinerie, le capitaine Mendoza de la Victoria. Puis il bloqua l'accès à la baie où étaient ancrés les 2 navires restants. Magellan avait su rester proche de ses hommes d'équipage et il avait gagné leur respect, si bien que la plupart d'entre eux lui restèrent loyaux. La mutinerie s'effondra. Les indigènes qui vivaient sur ces terres étaient très grands et ils s'enveloppaient les pieds dans des pots, laissant sur le sol derrière eux des empreintes de grands pieds. Les Espagnols leur attribuèrent le nom de Patagons, origine du nom Patagonie, mais aussi de l'idée fausse que les Espagnols avaient rencontré un peuple de géants. L'hiver 1520 fut très rude. La faim et le froid accablèrent les marins. Mais Magellan prit soin de ses hommes, et la plupart d'entre eux survécurent au dur hiver austral. Alors que Magellan et ses hommes se préparaient à quitter leur quartier d'hiver, une tempête détruisit le plus petit des navires, le Santiago. C'est avec une flottille réduite que Magellan reprit sa quête d'un détroit permettant d'accéder à l'océan Pacifique. En septembre 1522, presque 3 années après le départ de Magellan, la Victoria, en piètre état, remonta le Guadalquivir jusqu'à Séville. Bravo! Bravo! Hey! Viva! Viva! Viva!
Sur les 285 hommes qui accompagnaient Magellan au départ, seuls 18 avaient survécu. Ces survivants venaient d'accomplir un exploit inédit dans l'histoire de l'humanité. Un voyage complet autour de la Terre. Ce voyage apportait non seulement la preuve que la Terre était ronde, mais aussi qu'il était possible d'en faire le tour en bateau. Les contours des continents allaient bientôt pouvoir être entièrement dessinés. Des 5 navires au départ, un seul était revenu. Mais les clous de girofle qu'ils contenaient constituaient un chargement si précieux à l'époque qu'au total, l'expédition permit de réaliser un petit bénéfice. La femme et le fils de Magellan étaient morts pendant les 3 années du voyage. Del Cano, le capitaine de la Victoria, se vit accorder de grands honneurs, mais aucun héritier de Magellan ne reçut d'argent ou de part du profit qui lui revenait. Son exploit héroïque et sa contribution aux connaissances de l'humanité constituèrent le seul legs de Magellan. En décembre 1521, sous les ordres du capitaine Sébastien del Cano, la Victoria prit la mer en direction de l'Espagne, avec à son bord 47 Européens et 13 indigènes. Les provisions étaient abondantes au départ, mais la viande, ainsi que d'autres réserves de nourriture, moisirent avant que le navire ne parvienne au cap de Bonne-Espérance. Ne disposant pour survivre que de riz et d'eau et souffrant du scorbut, les hommes d'équipage de la Victoria évitèrent de rejoindre la côte pour ne pas tomber aux mains des Portugais qui étaient maîtres de cette région. Mais en fin de compte, réduits au désespoir, ils abordèrent les îles du Cap-Vert, sous domination portugaise, en prétendant qu'ils revenaient des Indes plutôt que des terres disputées d'Asie. Mais lorsque certains marins cherchèrent à négocier des clous de girofle, les Portugais comprirent d'où venait ce navire. Pour éviter d'être saisis par les Portugais, l'équipage de la Victoria mit précipitamment les voiles en abandonnant 13 hommes à leur sort. Yuck. Les navires de Magellan n'étaient équipés que de quelques canons, mais leur puissance frappait l'esprit des indigènes. Tous les jours, vers midi, au moment de la relève de quart, on préparait un ragoût dans un espace aménagé, le fogon, c'est-à-dire la boîte à feu. Ce ragoût constituait l'alimentation principale des marins pour la journée, et il était composé le plus souvent de haricots ou de pois chiches mélangés à du riz et un petit peu de viande salée. À bord des navires, avant l'invention de l'horloge, on mesurait le temps avec une ampoletta, c'est-à-dire une ampoulette ou sablier. Le mousse de quart devait retourner l'ampoletta toutes les demi-heures, lorsque le sable avait fini de s'écouler. Le gouvernail était fixé à l'arrière du navire. Le timonier s'asseyait dans un abri et il gouvernait le navire en appliquant les ordres que lui lançait le pilote à travers une écoutille et le mât de misaine. Les voiles étaient portées par des vergues disposées en croix, horizontales ou diagonales. Les navires de cette taille possédaient généralement 3 mâts. Le mât principal, le mât d'artimon. Bienvenue à bord de la Trinidad, le navire amiral de Magellan. Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques de cette caravelle. L'eau, en réserve à bord, devenait très rapidement putride. C'est pourquoi les marins consommaient chaque jour du vin en abondance. Chaque marin recevait quotidiennement une ration de vin pouvant atteindre 2 litres, et la plupart passaient la journée légèrement ivres. Magellan arriva en Espagne en 1517 avec une proposition magnifique qu'il voulait adresser au jeune roi Charles Ier. « Les îles aux épices se trouvent dans la sphère d'influence de l'Espagne », déclara Magellan. Mais la route habituelle qui y mène est contrôlée par les Portugais. En mentant à moitié, Magellan prétendit connaître l'emplacement des détroits permettant de se rendre par mer au-delà du Nouveau Monde jusqu'au Pacifique par la route de l'Ouest. Il serait alors facile d'atteindre par la mer les îles aux épices. Le roi Charles Ier d'Espagne accepta de lui confier 5 navires. La Trinidad, le San Antonio, la Concepción, la Victoria et le Santiago. Au début du mois de novembre 1521, les 2 navires restants atteignirent enfin les îles Moluques. Al-Mansour, le Raja de Tidor, accepta d'échanger les marchandises qu'il transportait contre une grosse cargaison de clous de girofle, une épice très précieuse en Europe à cette époque. Les 2 navires chargés de clous de girofle s'apprêtaient à partir quand brusquement un nouveau désastre se produisit. Les coutures de la Trinidad volèrent en éclats. La Victoria
dut repartir seul. La mort de Magellan aux Philippines aux mains du roi Lapu-Lapu fut tragique pour l'expédition. Le chef de tribu allié, Humabon, se tourna contre les Espagnols et massacra plusieurs officiers de Magellan au cours d'une attaque surprise. Et comme il n'y avait plus assez de marins pour manœuvrer les 3 navires restants, la Concepción dut être brûlée et son équipage réparti entre la Victoria et la Trinidad. Le 18 octobre 1520, la flottille de Magellan reprit la quête d'un passage. Et c'est 3 jours plus tard que Magellan le découvrit. Une multitude de petits feux brûlaient tout au long des côtes bordant le détroit. C'est pourquoi les marins nommèrent ces contrées la Terre de Feu. Plus tard, le détroit devait recevoir le nom de l'explorateur et être appelé Détroit de Magellan. Certains hommes d'équipage avaient peur que Magellan ne les mène à une mort certaine sur ces eaux glacées. Sous couvert de la nuit, l'équipage du San Antonio maîtrisa le capitaine de ce navire et rebroussa chemin vers l'est pour se dégager du détroit et revenir vers l'Espagne. C'est en vain que Magellan attendit le retour du San Antonio. Le navire, qui transportait la moitié des réserves de nourriture et d'eau et un tiers des hommes, avait-il fait naufrage sur les rochers de la côte? Au bout de plusieurs jours, l'astrologue du navire de Magellan dressa un horoscope et annonça que ses hommes avaient déserté l'expédition. 2 navires partis en reconnaissance revinrent avec la nouvelle que devant, la mer était plus houleuse et que le détroit s'étendait à perte de vue. Mais le navire fut pris par la mousson alors qu'il faisait route vers le nord. Les vents froids ravagèrent la Trinidad et le niveau des vivres se mit à baisser dangereusement. La Victoria reprit la route la plus courte vers l'Espagne, celle qui contournait l'Afrique. 4 mois plus tard, une fois achevées ses réparations, la Trinidad repartit à son tour, mais en direction opposée et à travers le Pacifique, afin d'éviter les navires portugais. Son but était d'atteindre la colonie espagnole de Darien, au Panama. Le navire changea de cap et revint vers les Philippines pour se ravitailler. Sur les 54 hommes au départ, 32 moururent de faim ou de scorbut pendant le trajet de retour vers les Philippines. Aux Philippines, des Portugais s'emparèrent de la Trinidad et jetèrent son équipage en prison. Seuls 4 hommes de l'équipage devaient revoir un jour l'Espagne. Lors d'une expédition sur l'Amazone, Lope de Aguirre, surnommé le Basque Fou, renia son allégeance à la couronne d'Espagne et chercha à établir un royaume indépendant. Des hommes fidèles à l'Espagne devaient plus tard l'exécuter. Capitaine en 1540 dans l'expédition de Coronado à travers le sud-ouest des États-Unis, Hernando de Alarcón prouva qu'il n'existait pas de passage maritime entre le golfe de Californie et l'océan Pacifique. Diego de Almagro, conquistador belliqueux et assoiffé de pouvoir, aida Francisco Pizarro à conquérir le Pérou, mais fut exécuté par celui-ci lorsqu'il voulut prendre seul le pouvoir du territoire nouvellement conquis. Après la mort d'Hernando de Soto en 1542, Luis de Moscoso de Alvarado prit la direction de l'expédition sur le Mississippi et mena son groupe d'hommes jusqu'aux implantations espagnoles du Mexique. Soldat d'une brutalité redoutable mais efficace, Pedro Menéndez de Avilés contribua à débarrasser les côtes espagnoles des pirates avant de partir à la tête d'une expédition vers la Floride, où il fonda, en 1565, Sainte-Augustine, la ville la plus ancienne des États-Unis. William Baffin s'aventura plus avant qu'aucun de ses prédécesseurs dans le détroit d'Hudson, mais conclut de façon erronée qu'il n'existait pas de passage vers l'Est. Ces cartes de l'Arctique étaient cependant d'une remarquable précision. Vasco Núñez de Balboa fut le premier Européen à contempler l'océan Pacifique. Son habileté dans ses rapports avec les indigènes et sa popularité auprès de ses hommes apparurent comme une menace pour ses supérieurs, si bien qu'il fut exécuté sous de fausses accusations. Lors de son dernier voyage à la recherche d'un passage par le nord-est, Willem Barents découvrit le Spitzberg. Il trouva la mort au cours de cette expédition, mais les 12 survivants apportèrent la preuve qu'il était possible de survivre au rigoureux hiver qui sévit dans ces régions. Après avoir participé à la conquête du Nicaragua et du Pérou,
Sébastien de Belalcázar se lança dans ses propres conquêtes en 1533, vainquit le chef inca Ruminahui et soumit l'Équateur. Explorateur français ayant vécu parmi les Indiens du Canada, Étienne Brulé fut le premier Européen à atteindre l'Ontario et les Grands Lacs. Plus tard, il se retourna contre la France et aida les Anglais à s'emparer du Québec en 1629. Alors qu'il descendait le long des côtes de l'Afrique en route vers l'Inde, Pedro Álvarez Cabral fut détourné par les vents vers l'ouest en direction des côtes du Brésil, dont il prit possession au nom du Portugal. Cette découverte, due au hasard, constitue son plus remarquable succès. Premier grand explorateur français en Amérique du Nord, Jacques Cartier partit à la recherche du passage par le nord-ouest. Au lieu de ce passage, ce capitaine de navire au caractère doux mais obstiné découvrit le Canada. Bernal Díaz del Castillo écrivit l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, qui faisait le récit de la conquête du Mexique par Cortés. Díaz participa aux côtés du conquistador à plus de 100 batailles contre les indigènes. Tentant d'imiter Sir Francis Drake, Thomas Cavendish quitta l'Angleterre avec 3 navires en 1586. 26 mois plus tard, il regagna l'Angleterre avec un seul navire, mais devint le 3e explorateur de l'histoire du monde à faire le tour complet du globe. À la fois courageux et ambitieux, Samuel de Champlain a été surnommé le père de la Nouvelle-France en raison de son entreprise de colonisation du Québec. Il découvrit le lac qui porte aujourd'hui son nom. Par sa ténacité, Christophe Colomb parvint finalement à convaincre les monarques espagnols de financer son voyage de 1492 vers l'Extrême-Orient à travers un océan Atlantique encore inexploré. Immortalisé par l'histoire comme découvreur de l'Amérique, il resta persuadé jusqu'à sa mort qu'il avait atteint l'Asie. Francisco Fernández de Córdoba fut chargé par l'administrateur espagnol Pedrarias d'implanter le pouvoir espagnol au Nicaragua. Mais lorsque Córdoba s'autoproclama gouverneur de la région, Pedrarias le fit exécuter pour félonie. Envoyé par Cortés à la recherche des 7 villes d'or mythiques, Francisco Vázquez de Coronado conduisit une expédition infructueuse en quête d'or, mais qui permit de découvrir le fleuve Colorado et le Grand Canyon. Lassé d'étudier le droit, le conquistador Hernando Cortés se lança à la conquête du Mexique au nom de l'Espagne. Intelligent, intrépide et rusé, Cortés parvint à diviser pour défaire et finalement soumettre l'Empire aztèque. Gaspar Corte Real disparut en 1501 au cours de son second voyage à Terre-Neuve. Son frère Miguel partit à sa recherche, mais disparut lui aussi. Le roi du Portugal empêcha le 3e frère de partir également à la recherche des 2 navigateurs disparus. Juan de la Cosa dessina la première carte du monde suite aux découvertes de Christophe Colomb. En 1509, lors d'une expédition en Colombie, il fut tué par une flèche d'Indien empoisonnée. C'est à John Davis qu'est attribuée la découverte de l'Arctique, car, sans même le savoir, il trouva l'entrée du passage par le nord-ouest. Persuadé qu'il avait échoué, Davis rebroussa chemin et navigua vers l'Atlantique Sud, où il découvrit les îles Malouines. L'impétueux conquistador espagnol Pedro de Alvarado était connu pour sa cruauté et sa violence envers les indigènes durant la conquête du Mexique par Cortés. Il devint plus tard gouverneur du Guatemala. Après la mort de Magellan, Juan Sebastián del Cano prit la direction de la Victoria et ramena la caravelle jusqu'à Séville, bouclant ainsi en 1522 le premier voyage de l'histoire du monde autour du globe. Barthélemy Diaz contourna, sans vraiment l'observer, le cap de Bonne-Espérance en 1487. Il ouvrit ainsi une route maritime entre l'Europe et l'Inde. Sir Francis Drake se livra au pillage des possessions espagnoles dans le Nouveau Monde et fut le premier Anglais à naviguer autour du globe. Mais c'est surtout à sa victoire sur l'invincible armada espagnole en 1588 que Drake doit sa célébrité. À la tête d'une expédition de secours à San Sebastián, Martín de Enciso ne parvint pas à régir la vie des colons. L'explorateur Balboa prit la direction de la colonie et renvoya Enciso en Espagne. Les rapports défavorables d'Enciso entraînèrent l'évincement de Balboa. Navigateur de génie aux yeux des autres marins, Juan Fernández navigua du Pérou jusqu'au Chili en 1563.
la découverte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande lui sont attribuées. Premier Anglais parti à la recherche d'un passage par le nord-est, Martin Frobisher explora le Labrador et la terre de Baffin et découvrit la baie qui porte aujourd'hui son nom. Vasco de Gama mena la première expédition européenne qui contourna le cap de Bonne-Espérance en direction de l'Inde. Il s'empara de Goa en 1502 et y établit la capitale du nouvel empire portugais en Inde. Rêvant de coloniser l'Amérique du Nord, Sir Humphrey Gilbert établit une colonie temporaire près de St. John's, à Terre-Neuve, lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde. Son rêve était de trouver un passage par le nord-ouest, mais Sir Richard Grenville est surtout connu pour avoir conduit les 7 navires qui emmenèrent des colons anglais jusqu'à l'île maudite de Ronaoke en 1585. Lors d'une expédition ordonnée par son oncle Diego Velázquez, Juan de Grijalba explora le Yucatan. Il fut le premier navigateur espagnol à mettre pied au Mexique, qu'il nomma la Nouvelle-Espagne. Premier trafiquant d'esclaves noirs d'Afrique, John Hawkins fut l'un des corsaires légendaires au service de la reine Élisabeth et servit avec le rang de contre-amiral dans la flotte anglaise qui défie l'invincible armada. Henry Hudson affronta les conditions climatiques extrêmes de l'océan Arctique à la recherche d'un passage vers l'Asie par le nord. Par la suite, alors qu'il poursuivait sa recherche d'un passage vers le nord-ouest, il découvrit et explora le fleuve et la baie d'Amérique du Nord qui porte aujourd'hui son nom. Après avoir fondé Buenos Aires en 1536, Domingo Martínez de Irala partit explorer les terres qui bordaient le Rio de la Plata, le Paraguay et le Paraná. Au cours de ses recherches d'un passage du nord-est vers l'Orient, Jean Cabot atteignit Terre-Neuve, qu'il prit pour l'Asie. L'année suivante, il mourut au cours d'une expédition destinée à atteindre le Japon. Juan Ponce de León est resté surtout célèbre pour sa constante recherche de la fontaine de jouvence. Mais au lieu de découvrir les sources mythiques, c'est la Floride que ce soldat perdu dans ses rêves finit par atteindre. Héros de guerre portugais négligé par son propre pays, vif et coléreux, Fernand de Magellan choisit de naviguer sous pavillon espagnol et conduisit la première flottille de navires autour du monde. Capitaine sur la Pinta, Martin Alonso Pinzon suggéra à Christophe Colomb le changement de cap qui entraîna la flottille vers les Bahamas en 1492. Cependant, Martin Pinzon, à la différence de son frère Vicente, est connu pour avoir manqué de loyauté envers Christophe Colomb. Panfilo de Narvaez mena une expédition jusqu'en Floride en 1528. Confronté à l'hostilité des indigènes, son groupe d'hommes partit vers le Mexique en longeant la côte du golfe du Mexique. Seuls 4 survivants parvinrent au but. À la fois impitoyable et rusé, cet explorateur est resté célèbre en raison des mauvais traitements qu'il infligeait aux indigènes d'Amérique. Alonso de Ojeda fit fortune dans le Nouveau Monde, mais il mourut dans la misère. Il navigua aux côtés de Christophe Colomb dans la mer des Caraïbes et prit part à la fondation de la colonie de Darien. Homme d'une grande brutalité, Juan de Oñate mena, en 1598, une expédition de conquête du nord du Mexique. Il baptisa cette région le Nouveau-Mexique et envoya certains de ses hommes à la recherche d'or jusqu'au Kansas et vers l'ouest jusqu'au golfe de Californie. À la tête de 50 hommes, Francisco de Orellana mena pendant 8 mois une expédition de 2500 km au cœur du continent sud-américain sur le fleuve Amazon. Capitaine de la Niña lors du premier voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique, c'est Vicente Yanes Pinzon qui découvrit le Brésil en 1500, mais il n'en prit pas possession au nom de l'Espagne. C'est sa quête des trésors légendaires qui conduisit Francisco Pizarro, alors âgé de 50 ans, jusqu'au Pérou, terre des Incas. Brutal et sans pitié, Pizarro soumit l'empire Inca à l'autorité de l'Espagne. Parti à la recherche de l'Eldorado et de ses richesses, Gonzalo Jiménez de Quesada soumit les Indiens Chibcha de l'actuelle Colombie et fonda Bogota, devenue la capitale du pays. Sir Walter Raleigh échoua par 2 fois dans sa tentative d'installer une colonie permanente à l'emplacement de l'actuelle ville de Roanoke, en Virginie, aux États-Unis. Il explora la région des Guyanes, en Amérique du Sud, à la recherche du pays légendaire d'Eldorado et de ses richesses. Sébastien Cabot conduisit une expédition supposée établir une voie commerciale avec l'Orient. Il décida cependant d'interrompre son voyage et de partir à la recherche infructueuse
d'or en Amérique du Sud. Lors d'une expédition en 1515 vers le Rio de la Plata, Juan Díaz de Solís et tous ses hommes, sauf un, furent tués et mangés par les indigènes. Poussé par son avidité pour l'or et la gloire, Hernando de Soto contribua aux côtés de Pizarro à la conquête du Nicaragua et du Pérou. Par la suite, de Soto mena une expédition qui conduisit à la découverte du Mississippi. Álvar Núñez Cabeza de Vaca entraîna les quelques survivants d'une expédition qui avait tourné au désastre à travers le sud-ouest des États-Unis. Ces récits décrivant les richesses fabuleuses des légendaires 7 villes d'or stimulèrent l'exploration des contrées situées au nord du golfe du Mexique. Pedro de Valdivia explora et conquit le Chili. Après son retour au Pérou pour participer à l'écrasement de la révolte de Gonzalo Pizarro, Valdivia retourna en 1549 au Chili en tant que gouverneur, mais il fut capturé et mangé vivant par les indigènes en 1553. Après avoir dirigé la conquête de Cuba en 1511, Diego de Velázquez fut gouverneur de la région jusqu'à sa mort. C'est lui qui envoya Cortés au Mexique en 1519. Parti à la recherche d'un passage par le nord-ouest pour le compte de la France, l'Italien Giovanni da Verrazzano devint le premier Européen à explorer la côte est des États-Unis d'aujourd'hui. Un cartographe, frappé par les descriptions saisissantes des continents du Nouveau Monde rapportées par Amerigo Vespucci, attribua à ceux-ci les noms d'Amérique du Nord et du Sud en son honneur, bien qu'Americo Vespucci ne les ait pas découverts. En 1602, Sebastián Vizcaíno explora la côte du Pacifique au nord du cap Mendocino. C'est lui qui découvrit la baie de Monterey, et pendant 150 ans, ses observations de la région restèrent inégalées. Le banquier allemand Bartholomew Welser reçut de Charles Quint, en paiement d'une dette, un vaste territoire au Venezuela. La famille de ce banquier paya des Allemands pour qu'ils partent à la recherche du légendaire pays d'Eldorado entre 1531 et 1546, année où l'Espagne annula sa donation du territoire. La mission attribuée à Cortés par Velázquez, gouverneur de Cuba, était d'explorer le Yucatan et d'établir un contact avec les Aztèques. Mais les motivations de Cortés, nées de son ambition, étaient autres. Cortés avait soif d'or et de conquête. Jugeant l'enthousiasme de Cortés suspect, Velázquez tenta de l'arrêter après son départ. Mais Cortés rassembla hommes et matériels lors d'escales dans différents ports et parvint à échapper à Velázquez et à poursuivre son dessein. Avec 10 navires et 600 hommes, Cortés débarqua enfin à Chianitzlan, sur la côte du Yucatan. Moins de 24 heures plus tard, et à 400 km de là, des messagers à pied annonçaient la nouvelle du débarquement à l'empereur aztèque Moctezuma. Ce furent des soldats espagnols et non des cultivateurs ou des artisans qui débarquèrent les premiers sur les côtes d'Amérique. Ils cherchaient l'or et l'aventure. Ils conquirent Hispaniola dès 1496 et Cuba dès 1515. Ils établirent alors sur le continent une place forte espagnole nommée Darien. En 1519, Diego Velázquez, le conquérant et gouverneur de Cuba, envoya 3 expéditions afin d'explorer le continent plus en profondeur. Une de ces expéditions avait été placée sous les ordres de Fernán Cortés, le conquistador le plus célèbre de l'histoire. Dès 1550, la majeure partie de l'Amérique du Sud était soumise à l'autorité de l'Espagne. Les empereurs aztèques avaient appliqué des méthodes cruelles pour régner. Maintenant, en ces heures difficiles, toutes leurs anciennes tribus alliées ou vassales refusaient de les aider. De fait, pour se venger, nombre de tribus rejoignirent les troupes de Cortés dans le but d'écraser les Aztèques. Cortés, à la tête de 850 soldats espagnols et de 60 000 alliés indiens, prépare l'assaut final. Pendant ce temps, un autre ennemi, la variole, ravage Tenochtitlan. L'empereur, Cuitlahuac en est mort, et son successeur, Cuauhtémoc, vient de monter sur le trône. Pendant 4 mois, les Espagnols assiégèrent la ville, privant sa population d'eau et de nourriture. Le 10 juin 1521, presque un an après sa fuite forcée hors de Tenochtitlan, Cortés lança son offensive finale. Les Aztèques défendirent vaillamment chacune de leurs maisons dans un corps à corps acharné. Mais à la fin, ils durent se rendre. Cortés rasa la ville et en construisit une nouvelle sur ses ruines. La nation aztèque avait cessé d'exister. Une révolte des Aztèques suivit la mort de Moctezuma et les Indiens contraignirent les Espagnols,
du moins ceux qui le pouvaient encore, à s'enfuir de Tenochtitlan. Les Espagnols avaient perdu une bataille, mais pas la guerre. Beaucoup d'aventuriers nouveaux arrivaient de Cuba pour se joindre aux forces de Cortés qui préparaient sa revanche. Et ils apportaient avec eux exactement ce dont Cortés avait besoin pour vaincre. Des munitions, du matériel, des chevaux et la variole. Cette maladie se répandit très vite à travers le pays, atteignant Tenochtitlan dès le mois d'octobre. Des milliers d'Indiens connurent une mort atroce et leurs terres restèrent à l'abandon. Aidez Cortés et ses hommes à s'échapper de Tenochtitlan. Cliquez sur un numéro et répondez à la question. Si toutes vos réponses aux questions sont correctes, vous parviendrez sains et saufs à l'extérieur des murs de la ville sur le lac. Jamais vous n'aviez pénétré dans une ville aussi majestueuse que Tenochtitlan, et vous aimeriez y rester. Les canaux de Venise étaient déjà célèbres à cette époque. Pour les hommes de Cortés, Tenochtitlan ressemblait à Venise. L'Espagne ne comptait pas de marché aussi grand que celui de Tenochtitlan, mais ailleurs en Europe, il en existait de semblables, voire de plus grands. Exact. Aucun monarque d'Europe n'avait jusqu'alors pensé à créer un jardin d'agrément abritant des animaux exotiques, l'ancêtre du zoo. Mais que diriez-vous alors de Notre-Dame ou du Parthénon? Vous n'aimez pas vraiment vous battre, ni estropier les autres. Vous préférez vous glisser hors de la capitale, déguisé en paysan aztèque. Vous plaisantez, seuls les nobles portaient des bijoux en or. Oui, dans la société aztèque, seuls les membres des classes supérieures pouvaient porter des robes ou des habits sous le genou. Il était interdit aux paysans de porter des sandales en présence de personnes de rang supérieur, par conséquent, dans tous les lieux publics. Les sombreros n'existaient pas à cette époque. Allons donc. Qui transporterait partout avec soi ses outils agricoles? Vous avez le teint trop clair pour passer pour un aztèque. Alors, vous décidez de quitter la ville avec votre unité de combat. Cortés est en train de préparer la fuite des Espagnols et de leurs alliés tlaxcaltèques. Vous avez tout à fait raison. Ce qui impressionne le plus les Aztèques, ce sont les chevaux des Espagnols. De plus, c'est la cavalerie qui est la plus rapide. Vous ne préférez pas vous trouver le plus loin possible, le plus vite possible? C'est de la folie. Cet animal n'est pas assez rapide, il offre une cible facile. Et même si vous parveniez à sortir avec la jument, imaginez-vous un seul instant que Cortés vous laisserait ne serait-ce qu'une infime partie du butin. Les Aztèques haïssent les Tlaxcaltèques, tout autant qu'ils vous haïssent. La bataille sera rude autour d'eux. Les sabots ont été emmitouflés pour assourdir le bruit des pas. Et vous marchez en file indienne à travers les rues obscures. Vous passez devant l'un des bâtiments abritant les trésors de Montezuma, et comme tout objet en or serait sans doute confisqué par Cortés, vous décidez d'emporter quelque chose qui a de la valeur aux yeux des Indiens pour le leur revendre. Les gens n'étaient pas encore accros au chocolat à cette époque, mais le chocolat constituait une boisson de l'élite. Vraiment. Les Aztèques ne buvaient que du pulque, une boisson fermentée à base de suc de cactus. Pouah! Les Aztèques détestaient l'odeur âcre du musc, tout autant que les Espagnols l'appréciaient. Vous y êtes. Pour les Aztèques, la couleur verte était la plus belle et attirait un immense respect. C'est pour leur couleur d'un vert lumineux que les plumes de quetzal et le jade constituaient deux des ornements les plus recherchés. Vous avez presque atteint les limites de la ville lorsqu'une femme occupée à tirer l'eau d'un puits aperçoit les soldats en fuite et donne l'alerte. Au sommet du temple se met à résonner le tambour de guerre. Déjà, tous les soldats aztèques sont dans les rues de la ville à votre poursuite. Vous n'avez que votre épée pour vous défendre. Un soldat armé d'une fronde peut vous fracasser le crâne avec une pierre à plus de 60 mètres. Votre épée ne vous servirait à rien. Bien choisi. Les maquahuitl sont de lourdes massues comportant des bords de silex tranchants. Avec une telle arme, un soldat aztèque ne peut pas se battre avec autant d'agilité que vous. Armé de votre épée, vous pourrez vous en approcher et l'abattre. Les Aztèques n'utilisaient pas de lance. L'atlatl servait à lancer des fléchettes ou des javelots légers à de grandes distances. Ces projectiles vous atteindraient bien avant que vous ne puissiez vous servir de votre épée. Maintenant, le lac pullule de canoës de guerre aztèques. Vous devez vous battre à 10 contre 1. Vous tombez comme des mouches, vous et vos alliés indiens. Les Aztèques encerclent la chaussée sur le lac et y montent pour entamer une bataille au corps à corps. Certains Espagnols l'ont tenté et se sont retrouvés pris au piège. Au bout de 2 jours sans eau ni nourriture, les Aztèques ont lancé l'assaut et les ont capturés. Choix courageux,
Contre toute attente, vous parviendrez finalement à vous tailler un passage et à atteindre l'extrémité de la chaussée sur le lac. Pas de chance. Les Aztèques ne connaissaient pas l'idée de reddition. Ils préféraient se servir des prisonniers pour leur sacrifice. Au début, les Aztèques ont pu croire que les Espagnols étaient des dieux, mais maintenant, ils ont compris leur erreur. Non loin de vous, vous voyez un bon camarade de votre ville natale en Espagne se faire capturer. Tandis que vous continuez à vous battre, les larmes vous montent aux yeux, car vous savez quel sort l'attend. Faux. Ce châtiment était infligé par les Espagnols. Les Aztèques n'avaient pas de chiens, et leur stade ne servait qu'au jeu de balle. Les Aztèques, à la différence de certains peuples voisins d'Amérique, ne mangeaient jamais d'êtres humains vivants. C'est exact. Ce n'est pas un sort enviable. Il aura le cœur arraché de la poitrine et ses membres assaisonnés de piment seront mangés par les guerriers qui l'ont capturé. Les Aztèques avaient créé des brèches dans leurs chaussées sur le lac. Les Espagnols construisaient des ponts portables qu'ils jetaient au-dessus de ces brèches. Mais l'un des ponts est resté bloqué pendant la progression et a dû être abandonné. La bataille est rude, et de nombreux cadavres espagnols et indiens flottent à présent sur l'eau. Vous êtes parvenu à une brèche de 2,50 m. Mais d'où sortez-vous l'idée que vous disposez soudainement d'un bateau? Eh bien, essayez toujours, mais brandir une épée sous l'eau ne sera pas chose facile. Choix douloureux, mais juste. Vos camarades mourants que vous piétinerez vous lanceront certainement des regards désapprobateurs, mais c'est pour vous le seul moyen de parvenir de l'autre côté. Rappelez-vous que les Aztèques n'ont pas de chevaux. Voilà maintenant une autre brèche dans le pont, et cette fois, vous devez nager. Les Aztèques sont vraiment des ennemis dangereux. La mort règne autour de vous. Mais peut-être s'en prendront-ils aux camarades qui se battent à votre côté, ce qui vous donnera un peu de temps pour traverser. Ah non, il n'y a pas d'alligator dans la vallée de Mexico. Ça, c'est une trouvaille. L'or vous fera l'effet de semelles de plomb. Vous vous voyez déjà en train d'acheter une villa à Madrid, mais vous n'arriverez jamais à Cuba si vous ne lâchez pas du lest immédiatement. Les Aztèques jetaient toutes leurs ordures dans le lac, mais vous n'en mourrez pas. Et rien ne vous empêche de prendre une douche plus tard. Que détient Tenochtitlan qu'aucune ville d'Europe ne possède? Quelle est la chose essentielle à ne pas oublier dans votre déguisement? À quel niveau de la colonne armée préféreriez-vous vous placer? Qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux des Indiens? Quel soldat indien allez-vous affronter avec votre épée? Il vous semble maintenant impossible d'avancer. Quelle décision prenez-vous? Votre camarade saura-t-il quelle est la façon la plus sûre de traverser? Quel pire danger vous guette si vous tentez de traverser à la nage? Quelle image garderez-vous toujours de cette bataille? Vous êtes presque arrivé au bout de la chaussée sur le lac. C'est la ruée vers la berge. Les Tlaxcaltèques et les Espagnols ont perdu un grand nombre de combattants. Derrière vous, les soldats espagnols capturés sont en ce moment même sacrifiés et dévorés. Pas seulement ça. Réfléchissez encore. Non, pire encore. Réfléchissez encore. Ce sont les vautours qui ont de la chance. Exact. Tout ce qui vient d'être décrit et bien d'autres choses, pires encore, se sont déroulées au cours de cette nuit que Cortés appela la nuit triste. Quand les hommes restés fidèles à Velázquez se révoltèrent, Cortés réprima leur soulèvement avec brutalité et fit désarmer et saborder ses propres navires pour rendre vain tout espoir de retour. Séduits et étourdis par les paroles de Cortés leur promettant des richesses fabuleuses, les hommes entamèrent leur longue marche vers l'intérieur des terres. Quel équilibre les conquérants pouvaient-ils établir entre leur souci d'offrir une protection aux Indiens et leur besoin de les exploiter? Les mauvais traitements manifestes et choquants auxquels se livraient les colons sur les Indiens poussa l'Espagne à décréter les lois de Burgos en 1512. Ces lois interdisaient les pires excès contre les Indiens et nommaient des inspecteurs chargés d'empêcher les colons de maltraiter ou d'opprimer les Indiens. Mais des millions d'Indiens furent victimes de maladies ou du travail forcé avant que ces lois ne soient mises en vigueur et respectées. Est-il moralement justifiable de conquérir un autre peuple? Les dirigeants de l'Église considéraient d'un bon œil les conquêtes, car celles-ci permettaient de sauver les Indiens du paganisme et de les convertir au christianisme. Mais cela posait un problème moral. Pouvait-on exploiter le travail de ces nouveaux membres de la chrétienté en les réduisant à l'esclavage? Pouvait-on leur voler leurs terres et piller leurs biens? Des deux côtés de l'Atlantique, le débat fit rage. Après avoir soumis un pays par la guerre, que peut-on faire de son peuple? Les Espagnols organisèrent les Indiens en encomiendas, c'est-à-dire en villages ou groupes de villages placés sous l'autorité d'un maître espagnol. Ce maître
l'encomendero, offrait sa protection ainsi qu'une éducation chrétienne aux Indiens qui travaillaient la terre pour son compte et lui payaient un tribut en récolte. Ce système aboutit à une transformation complète de la société indigène et de sa culture. Le mariage mixte est une manière de promouvoir une culture au sein d'un peuple nouvellement conquis. Un grand nombre d'Espagnols qui fondèrent le Mexique laissaient derrière eux leur famille et choisirent des femmes et des maîtresses parmi les indiennes. Leurs enfants, appelés des métis, étaient éduqués selon la culture espagnole. Comment rendre légale la conquête d'un autre peuple? Les souverains espagnols se servirent d'un texte appelé le requerimiento. Le requerimiento était lu à haute voix devant les indigènes. S'ils acceptaient la religion chrétienne et l'autorité de l'Église, ils restaient libres et vivaient sur leur propre terre. Mais ce texte leur était lu en espagnol ou en latin uniquement. Le silence des Indiens, incapables de comprendre et de donner leur réponse, était considéré comme un acte de rébellion, et leurs terres pouvaient alors leur être légalement confisquées par la force. Cortés défiait depuis longtemps les ordres de Velázquez, gouverneur de Cuba, qui était son supérieur. Ce défi équivalent à une trahison, Velázquez décida d'envoyer 900 hommes avec l'ordre de mettre Cortés aux arrêts. Cortés quitta alors Tenochtitlan pour faire face à ces nouveaux intrus. Pour la première fois en terre d'Amérique, des Espagnols s'opposaient à d'autres Espagnols. Cortés réussit à acheter nombre de ses poursuivants et à les faire passer dans son camp. Puis, comme il avait capturé leur chef, le conquistador Narvaez, les autres choisirent finalement de se joindre à lui. Fascinés par les récits de Cortés décrivant les trésors de Tenochtitlan et l'aisance avec laquelle il s'était emparé de la ville, les hommes de Narvaez repartirent avec lui en direction de la capitale. Sous la conduite de Cuitlahuac, frère de Moctezuma, ils lancèrent alors une attaque contre le palais où se trouvaient les Espagnols. Cortés ordonna à Moctezuma de monter sur le toit et de calmer son peuple. Mais la foule en colère assaillit l'empereur à coups de pierre et le lapida. Pendant l'absence de Cortés, les hommes qu'il avait laissés à Tenochtitlan attaquèrent une cérémonie religieuse aztèque et massacrèrent 600 nobles. Cette tuerie tira les Indiens de leur passivité. Au retour de Cortés, suivi des troupes de Narvaez, les Aztèques aux aguets laissèrent les Espagnols pénétrer dans leur ville silencieuse. L'empire aztèque se maintenait grâce aux tribus, au commerce et à l'esclavage. Les royaumes assujettis devaient envoyer de la nourriture et des articles de luxe à la capitale en guise de tribut. Les régions montagneuses envoyaient du bois, celles du nord-est du silex et de l'obsidienne, et la région des lacs de l'argile, du sel et des roseaux. Un large éventail de marchandises régionales ou étrangères était vendu sur le grand marché de Tenochtitlan. Par exemple, du chocolat, des bijoux, des peaux, des oiseaux, des tuniques de guerre à plumes, des perles de jade ou de turquoise et des objets d'ambre travaillés. La plupart des marchandises s'échangeaient par le moyen du troc, mais les graines de cacao, les manteaux et les pennes remplis de poussière d'or servaient de monnaie d'échange. Tous les enfants aztèques allaient à l'école. Les enfants des classes sociales supérieures fréquentaient un pensionnat à discipline stricte appelé Calmenac, c'est-à-dire maison des larmes, pour y apprendre le droit, la musique, l'art, la religion, l'astrologie, et aussi la division du temps sur un calendrier et l'interprétation des rêves. Les enfants des classes inférieures étudiaient le commerce et les sciences naturelles, y compris les espèces d'animaux, d'arbres et de plantes. Le dieu principal des Aztèques était Huitzilopochtli, le colibri de gauche. C'était le dieu de la guerre, et il était identifié au soleil. Les Aztèques croyaient que Huitzilopochtli mourrait chaque nuit et qu'il avait besoin d'une offrande perpétuelle de sang humain pour renaître. Pour que le soleil puisse revivre, les Aztèques se perçaient les oreilles et la langue avec une épine de cactus et ils offraient les gouttes de leur sang au dieu soleil. Accomplir des exploits sur le champ de bataille était une des manières de s'élever dans la société aztèque. Les adolescents apprenaient à se battre en suivant à la guerre un guerrier plus expérimenté. Le jeune guerrier réalisait sa première capture en groupe. Après cela, il se rasait une partie de la tête pour marquer sa vaillance. S'il capturait un prisonnier de ses propres mains et sans l'aide de personne, son crâne était entièrement rasé, puis il se laissait repousser les cheveux. Son visage était peint en rouge et on lui attribuait une cape de couleur orange ainsi que d'autres habits symboliques.
Après la capture d'un 4e prisonnier, le soldat était considéré aguerri. Cette distinction l'exemptait de certaines tâches, comme par exemple le paiement d'impôts. Peu après le débarquement, des émissaires envoyés par Moctezuma se présentèrent devant Cortés chargés d'or, de bijoux et de parures de plumes. Ils avaient pour mission d'évaluer la puissance de ces étranges visiteurs et de les apaiser s'ils étaient des dieux. Cortés expédia directement en Espagne les cadeaux envoyés par Moctezuma sans se préoccuper de Velázquez, gouverneur de Cuba. Ce geste constituait en soi un acte de rébellion. Lorsque Moctezuma apprit que des hommes à peau blanche et barbe noire se dirigeaient vers sa capitale, il fut saisi par la peur, car il connaissait la légende du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, parti sur la mer en promettant de revenir un jour. Les Aztèques virent plusieurs mauvais présages après l'arrivée des Espagnols. D'étranges lumières dans le ciel, des feux dans les temples, des hommes et des animaux difformes, et les conseillers de Moctezuma se trouvèrent dans l'incapacité d'interpréter ces présages. Moctezuma supplia le dieu de lui venir en aide, mais il n'osait pas se battre, car les présages indiquaient clairement que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre. Sur le champ de bataille, les Aztèques cherchaient à capturer des prisonniers dans le but de les sacrifier plus tard. Leur dieu avait besoin de se nourrir de sang humain pour survivre. C'est pourquoi des milliers de victimes étaient sacrifiées chaque année. Les Aztèques livraient des batailles, les guerres fleuries, dont l'objet était non pas la conquête militaire, mais la capture de victimes sacrificielles. L'un des conseillers des empereurs aztèques leur avait recommandé de toujours tolérer l'indépendance d'un ou deux royaumes aux frontières de l'Empire. Les Aztèques pourraient ainsi leur faire la guerre et capturer des prisonniers à sacrifier pour satisfaire la soif de sang des dieux. L'un des conseillers des empereurs aztèques leur avait recommandé de toujours tolérer l'indépendance d'un ou deux royaumes aux frontières de l'Empire. Les Aztèques pourraient ainsi leur faire la guerre et capturer des prisonniers à sacrifier pour satisfaire la soif de sang des dieux. Les Espagnols s'émerveillèrent devant les manuscrits aztèques, de magnifiques livres peints sur de l'écorce de figuier sauvage et sur de la peau de daim. Ces manuscrits contenaient l'ensemble du savoir des Aztèques, parfois des connaissances simples, mais aussi leur histoire et leur mythe religieux. Les prêtres espagnols voyaient une marque d'idolâtrie dans ces manuscrits et ils en brûlèrent beaucoup. Mais plus tard, ils chargèrent des prêtres aztèques d'en écrire de nouveau afin de conserver la mémoire de l'histoire de ce peuple. Les Aztèques recueillaient chaque semaine les tribus offerts par 400 villes assujetties. Dans ces tribus, on trouvait d'énormes quantités de manteaux en coton, de plumes et de rondins de bois. Pour maintenir son mode de vie luxueux, la noblesse aztèque en vint à dépendre d'importations exotiques telles que les plumes vertes de Quetzal, le chocolat, l'or, l'ambre et le jade. Même les régions les plus pauvres devaient payer un tribut. Celles qui ne pouvaient offrir autre chose envoyaient parfois des sacs pleins d'une variété de poux qui servaient à produire une sorte de teinture rouge. Les Aztèques construisaient des temples somptueux pour leurs dieux, dont la suprématie dépendait de rituels compliqués. Dans la religion aztèque, chaque métier, et même chaque nourriture, était lié à une divinité particulière. En tout, il y avait environ 1600 dieux. Le palais de Moctezuma est une preuve de la grandeur de la culture et de l'ingéniosité du peuple aztèque. Explorez ce palais en cliquant sur les personnages et sur les objets. Ou bien cliquez sur les bordures, droite ou gauche de votre écran, pour en découvrir plus. Chez les militaires, le rang et les prouesses d'un soldat étaient reflétés dans ses différents habits et insignes. C'est par la capture de prisonniers de haut rang dans une bataille que le guerrier jaguar méritait son statut élevé. Les guerriers jaguars ne pouvaient provenir que des plus hautes couches de la société, et leur tenue de combat était destinée à terrifier l'ennemi. La vie à la cour de Moctezuma était éblouissante. À chacun de ses repas, 100 plats lui étaient servis. Et des nains, des jongleurs, des bouffons et des musiciens étaient chargés de le divertir. Partout où il se rendait, il était porté, et ses sujets avaient interdiction de lever le regard plus haut que ses sandales d'or. Malgré toutes ses richesses et son pouvoir, Moctezuma était tourmenté par le doute et sujet à des dépressions. Les garçons exerçaient le même métier que leur père et on les poussait à devenir de grands guerriers. Les filles apprenaient à tisser et à tenir leur maison.
Les enfants qui se conduisaient mal étaient sévèrement punis. Les Aztèques pouvaient par exemple ligoter un enfant de 9 ans et le piquer avec des épines de cactus. Un garçon plus âgé pouvait être battu. Lors d'une cérémonie de sacrifice, le prêtre plongeait un couteau de silex dans la poitrine de la victime et arrachait le cœur palpitant. Le corps de la victime était alors jeté au bas des marches du temple, son cœur était brûlé dans un brasier et ses membres étaient mangés lors de cérémonies par les nobles aztèques. Le crâne était conservé dans un casier et le sang servait lors de services religieux dans le temple. Les prêtres aztèques faisaient vœu d'ascétisme et de célibat. Ils offraient leur propre sang aux dieux en se perçant le corps et en se coupant. À cause des automutilations rituelles, leurs oreilles étaient déchiquetées. Leur peau pâlissait tellement ils donnaient de sang et des mèches de leurs cheveux étaient raidies par celui des victimes sacrifiées. Dans la société aztèque, les femmes, quelle que soit leur classe, passaient leur journée chez elles à tisser, à s'occuper des enfants et à préparer les repas. Elles pouvaient posséder des biens, intenter un procès et faire du commerce, en fabriquant ou en vendant des objets. Certaines femmes étaient également prêtresses. Chez les Aztèques, les femmes qui mouraient en couche rejoignaient le paradis des guerriers qui avaient été sacrifiés après leur capture. Dans la société aztèque, les femmes, quelle que soit leur classe, passaient leur journée chez elles à tisser, à s'occuper des enfants et à préparer les repas. Elles pouvaient posséder des biens, intenter un procès et faire du commerce, en fabriquant ou en vendant des objets. Certaines femmes étaient également prêtresses. Chez les Aztèques, les femmes qui mouraient en couche rejoignaient le paradis des guerriers qui avaient été sacrifiés après leur capture. Tandis que Cortés se rapprochait, Moctezuma décida d'offrir l'hospitalité à ces hommes blancs et barbus. Après tout, c'étaient peut-être des dieux. Si bien qu'à l'arrivée de Cortés et de ses hommes devant Tenochtitlan, c'est un Moctezuma en habit d'apparat et couvert de bijoux qui les accueillit et les fit pénétrer dans un palais. Mais Cortés était nerveux. Était-ce un piège? Très vite, Cortés fit de Moctezuma son prisonnier. Toujours afin de l'apaiser, Moctezuma offrait avec prodigalité repas et divertissements à son ravisseur et le laissait puiser dans ses trésors. Très vite, Cortés fit de Moctezuma son prisonnier. Toujours afin de l'apaiser, Moctezuma offrait avec prodigalité repas et divertissements à son ravisseur et le laissait puiser dans ses trésors. C'est alors que Cortés rassembla les nobles aztèques devant Moctezuma et exigea d'eux qu'ils deviennent des vassaux de l'Espagne. En larmes, Moctezuma accepta. Cortés transforma le grand temple aztèque en église, détruisit les idoles et mit fin aux sacrifices humains. Puis il commença à prendre le contrôle de la ville. Sa victoire était presque totale quand parvint la nouvelle du débarquement sur la côte de soldats venus d'Espagne pour l'arrêter. Les arquebuses des Espagnols étaient des armes lourdes et difficiles à manier et leur efficacité était limitée. Sur les champs de bataille aux dimensions restreintes et face aux Indiens, charger une arquebuse était une opération bien longue. Et de plus, leurs pièces en métal tendaient à rouiller sous le climat humide. Mais le coup de tonnerre qu'elles produisaient créait la panique parmi les Indiens et accentuait l'impression que les Espagnols n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des sortes de dieux ou de démons. Les fléchettes à pointe barbelée étaient particulièrement dangereuses car il fallait découper la chair pour les extraire du corps des victimes. L'atlat, ou lanceur de javelot, permettait de projeter à plus de 60 mètres des fléchettes en bois de chêne barbelé ou à pointe, capables de pénétrer les armures d'acier et de porter un coup mortel. Les Indiens étaient terrifiés par les canons, qu'ils comparaient au tonnerre. Au cours de la mêlée sur le champ de bataille, un coup de canon tiré en plein dans les rangs ennemis créait panique et confusion en même temps qu'il faisait des victimes. Cet impact psychologique des canons se révéla aussi efficace contre les Indiens que leur pouvoir de semer la mort. L'arbalète, lourde à porter, lente à charger et prompte à rouiller, avait été conçue pour traverser les armures d'acier des soldats en Europe et n'était pas très utile contre les Indiens. Pourtant, les Espagnols s'en servirent tout au long de la conquête. Juste avant le siège final de Tenochtitlan, Cortés demanda aux Indiens Texcoco, qui étaient ses alliés, de fabriquer un supplément de flèches pour ses hommes. Ils en fabriquèrent 50 000 et d'une qualité supérieure
à celle des flèches fabriquées par les Européens. Les indigènes n'avaient jamais vu de chevaux auparavant. Quand les soldats espagnols, montés sur leurs chevaux, lançaient une charge, les Indiens étaient pris de stupeur. Beaucoup pensaient que les Espagnols étaient des centaures, mi-chevaux, mi-hommes. C'est cette terreur qui poussa certains Indiens au suicide. Les macuahuites étaient des sortes d'épées avec des lames d'obsidienne ou de silex disposées le long du tranchant. Avec une telle épée, un Indien était capable de trancher d'un seul coup la tête d'un cheval. Un Espagnol dit un jour « Elle coupe comme un rasoir de Tolède ». Les Aztèques se servaient de frondes en fibres végétales pour lancer avec violence des pierres sur leurs ennemis. Ces pierres, qui avaient été polies pour accroître la précision, pouvaient causer des blessures, y compris aux soldats en armure. La grêle de pierre qui les accueillit au début des batailles épouvantait les Espagnols. L'acier de Séville transperçait sans peine les armures en coton des Aztèques. La supériorité des épées espagnoles sur les lames d'obsidienne des Indiens était telle que les Espagnols interdirent par la suite aux Indiens de posséder une épée fabriquée en Espagne. À la guerre, les Aztèques cherchaient à capturer des prisonniers, car un ennemi tué sur le champ de bataille ne pouvait pas être sacrifié plus tard. Les Indiens maîtrisaient un soldat ennemi en le faisant d'abord tomber à terre. Ensuite, ils le ligotaient et le ramenaient vers l'arrière en vue d'un sacrifice ultérieur. Une telle pratique guerrière laissait aux Espagnols tout le temps nécessaire pour abattre leurs adversaires aztèques. Les tepostopili étaient des sortes de piques terminées par des pointes en pierre aussi tranchantes que des lames de rasoir. Dans la bataille, elles servaient à piquer et à tailler. Les lames en pierre, proches les unes des autres, formaient un tranchant continu.